Elle tenait son dernier morceau de pain entre deux doigts tremblants, comme on tient une promesse fragile. Le papier qui l'enveloppait avait noirci d'huile et de pluie. Quand elle l'ouvrit, une petite chaleur s'échappa, parfum de blé et de levain, qui semblait appartenir à un autre monde. Autour d'elle, la rue exhalait l'hiver, souffle blanc, vitres embuées, le cliquetis d'une montre lointaine que le vent traînait jusqu'à ses oreilles. À quelques pas, la façade de la maison Kémy dominait le trottoir, comme une falaise de marbre, ses colonnes blanches fermées, sa porte lourde gardée par deux silhouettes en manteau sombre. L'heure était loin d'être tendre. C'était la ville qui observait, froide et indifférente. Agnès avait appris à se recroqueviller dans les ombres. Elle connaissait les regards qui trouvaient sa maigreur embarrassante, les pas qui s'accéléraient pour esquiver un devoir public trop lourd à porter. Ce morceau de pain, c'était le tout. Son dîner, son courage pour la nuit, la promesse silencieuse de tenir encore un jour. Elle n'avait pas cherché à être vue. Les gens la regardaient comme on regarde une vitrine abîmée. Pourtant, ce matin-là, quelque chose tira son regard vers le marbre poli. Une figure gisait à terre, près des marches, en contre-jour. Une femme, la tête inclinée, le visage blafard, un bras tordu qui semblait avoir abandonné la lutte. Personne ne s'arrêtait vraiment. On passait en regardant ailleurs. On laissait la misère sur le bord du trottoir, comme on laisse le froid sur les rebords d'une fenêtre. Une porte s'ouvrit, non pas pour accueillir, mais pour vomir un flot de serviteurs pressés. Madame Liliane en tête, l'air dur, le pas calculé de celle qui siège au seuil et régule le monde intérieur de la demeure. Les gardes se rapprochèrent. L'un d'eux jeta un coup d'œil, secoua la tête et fit signe à Agnès de reculer. C'était la règle. Ne pas salir la ligne qui sépare le dehors du dedans, ne pas troubler l'ordre qui coûte si cher. Mais la femme au sol était sans défense, et il y avait dans sa respiration des heurts, comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur. Agnès sentit son pain vibrer dans sa main, soudain trop grand et trop petit à la fois. Elle marcha. Les regards pointillés lui collaient au dos. On disait silencieusement « Prends garde à ne pas t'inviter où tu n'es pas convié ». Elle s'agenouilla à côté de la femme, sans permission et sans peur de la réprimande à venir. Le tissu de sa robe froissa le marbre froid. Sa joue toucha l'air à hauteur du visage pâle. La première sensation fut le sable dans sa gorge, une poussière fine qui racontait d'autres rues, d'autres nuits. Elle posa le petit pain contre la lèvre tremblante de la femme. C'était un geste simple, presque maladroit, mais il refermait pour Agnès la saison entière d'un espoir incandescent. « Tiens, prends », sembla-t-elle dire sans prononcer le mot. Les lèvres de la femme effleurèrent l'ami, puis se refermèrent, comme une porte qui ne veut plus s'ouvrir. Agnès sentit une pensée fulgurante et absurde. « Si je lui donne mon pain, peut-être que Dieu me donnera autre chose demain. » Elle n'aurait pas formulé cette prière à voix haute. C'était une confidence entre ses mains et le monde. Mais elle pensa « Seigneur, fais que je fasse la bonne chose. » Dans la foule, quelqu'un murmura que la femme devait être malade. Un autre évoqua l'hypocondrie, la comédie possible. Madame Liliane s'approcha. Ses yeux étaient deux lames. « Reculez, » dit-elle, comme si l'air avait besoin d'être ordonné. Les gardes formèrent un cordon. Un petit attroupement se créa, prêt à juger ou à juguler. Agnès sentit les pulsations dans son cou. Si elle se levait et partait, elle garderait son pain pour la nuit. Si elle restait, elle pouvait perdre tout ce qu'elle avait. Il y a des moments où la ville tient son souffle. Agnès décida de rester. Si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. N'en faites pas une habitude, mais gardez-la pour ceux qui n'ont personne pour tendre la main. La pluie était fine, presque timide, et elle mouillait la frange de la robe de la femme évanouie. Agnès approcha ses doigts du cou sensationnellement froid. Elle chercha le pouls, sentit une présence incertaine. Il y avait une odeur, légère, de poudre et de savon, qui trahissait un soin récent. Ces signes racontèrent quelque chose que la pauvreté n'expliquait pas. Cette femme n'avait pas été abandonnée au hasard. Elle avait été portée là, peut-être par des mains serviles, ou peut-être avait-elle choisi le seuil,
comme si quelque secret l'avait menée hors du monde protégé de la maison. Tandis qu'elle tenait la tête, Agnès remarqua une petite chose noire, presque invisible, glissée sous la chevelure, près de l'oreille. Un ruban? Un pansement? Ses doigts, impatients, cherchèrent à comprendre. C'était comme si un petit animal s'était caché dans le pli de la peau, un morceau de tissu, une concrétion. Elle eut l'instinct de dégager, doucement, pour vérifier que la respiration ne soit pas obstruée. Lorsque son doigt effleura l'objet, la femme remua. Un souffle comme un rappel venu des profondeurs la tira de l'ombre. Les lèvres se pincèrent, et pour un instant, les deux femmes furent seules au monde. « Aidez-moi » chuchota la femme, un murmure qui semblait déposé par le vent. Sa voix était bourrée de poussière et d'histoire, mais elle contenait une précision qui fit tressaillir Agnès. Le nom prononcé n'était pas un nom quelconque. C'était un mot qui sonnait comme une clé. Agnès n'eut pas le temps de comprendre. Madame Liliane s'était avancée, les mains sur les hanches, et ses phrases étaient désordres qui ne laissaient plus de place à l'humanité. « Qui êtes-vous » demanda Madame Liliane avec froideur. « Que faites-vous ici » Agnès se releva à peine, le pain toujours contre sa paume. Elle sentit la honte lui remonter la nuque. 1000 raisons de se taire, de se faire oublier, l'envahir. Mais il y avait aussi une étincelle de quelque chose plus ancien, peut-être de la colère, peut-être de l'amour, peut-être de la mémoire de tous ceux qui, jadis, avaient tendu la main à d'autres. « Elle a besoin d'aide », dit Agnès à voix basse, le souffle presque disparu. « Elle est seule. Elle a quelque chose dans l'oreille. » Le mot « chose » avait une force. Madame Liliane fronça les sourcils et fit signe à un garde d'aller chercher de l'aide. Mais l'aide attendrait la paperasserie, les formulaires, l'examen administratif qui met toujours un décalage entre la douleur et la réponse. Agnès, qui avait connu trop de décalage, risqua un geste que le monde considérait comme impertinent. Elle approcha une main nue vers le pli noir. Une goutte d'eau froide glissa sur la pierre. Il fallut un instant, un seul, pour qu'elle découvre que ce qui bouchait la ride près de l'oreille n'était pas un pansement, ni un bijou dissimulé, mais un petit rouleau de papier fin, collé comme un secret. Lorsqu'elle le souleva, la pluie fut témoin. Le papier se déplia, froissé, et un symbole s'afficha. Un blason, une lettre initiale, quelque chose que les pauvres ne portent pas dans leur poche. Agnès ne savait pas lire les blasons, mais elle avait vu des sceaux chez des notaires, dans les mains des hommes graves qui se réunissaient pour décider des fortunes. Ce signe-là appartenait à un monde à part. Un murmure parcourut la foule. Qui était cette femme vraiment? Un garde posa la main sur son talkie-walkie. Madame Liliane jura, un mot bref que la pluie avala. Des visages s'approchèrent, curieux ou accusateurs. On sentait la machine de la famille prête à s'enclencher. La maison Kémy ne tolérait pas les désordres. Et pourtant, la découverte du papier, là, au creux de la peau, faisait vaciller quelque chose d'invisible, la notion que l'apparence protège toujours la vérité. Agnès regarda le papier. Ses doigts tremblaient. Elle avait l'air d'une voleuse, et peut-être était-ce ce que la société forgeait dans son esprit. Mais elle ne le prit pas pour elle-même. Elle recula de quelques centimètres, tendit le papier à Madame Liliane, avec la rectitude d'une offrande. « Regardez », dit-elle, comme si elle apportait un témoignage. Madame Liliane plissa les yeux, vit le symbole, puis tourna la tête vers la porte du manoir, comme si elle cherchait un appui. Derrière elle, un courant d'air fit agiter les branches d'un arbre. Le souffle d'une cylindrée de luxe fit vibrer le trottoir. Un valet émergea de l'ombre, essoufflé, porteur d'informations, et murmura au garde. « Le maître, monsieur ?» Le nom ne fut pas terminé. On devina la présence de Jérémie Kémy. Le nom fit se redresser quelques têtes. Agnès comprit alors ce qu'elle tenait. Pas une preuve judiciaire, pas un testament, mais un indice. Un petit fil qui pouvait conduire à une pelote trop serrée pour les doigts de la servitude. Elle sentit, avec une clarté bouleversante, que cet instant n'appartenait plus seulement à sa famille de rue. Quelque chose de plus vaste était en train de se jouer. Les choses s'accélérèrent. On emmena la femme sur une civière apportée à la hâte.
Un médecin de la maison était appelé. On le nomma Dr. Willy, un homme connu pour parler avec des termes prudents. Il posa des questions, prit des notes. Son regard fut professionnel, mais aussi distancié, comme un mécanicien qui ne ressort jamais de son métier. « Il y a un blocage », dit-il à voix basse, refermant sa mallette d'un geste mesuré. Les mots, chez lui, avaient l'habitude de retomber dans l'ordre administratif. Il mentionna des examens, des protocoles, des rapports qui viendraient plus tard. Agnès suivit la civière du regard. Son pain était resté sur le bord de la marche, presque oublié, comme un symbole douloureux. Une main, indistincte, déplaça le morceau, et il tomba sur le sol, pillé par la pluie. Elle sentit un vide qui n'avait rien à voir avec la faim. C'était l'espace laissé par une décision qu'elle avait prise et qui, déjà, ennuyait le monde. Madame Liliane, froide, l'interpella. « Vous ne devriez pas être ici. »« Je n'ai pas pensé, » répondit Agnès, simple, sans excuse. Elle n'avait pas besoin de se justifier. Son action était née d'une impulsion plus ancienne que les conventions sociales. Mais le monde n'aime pas les impulsions. Il préfère les comptes. Ici, les comptes se recalculèrent déjà. L'apparition du petit papier, le blason, la présence d'un médecin, le regard dur de Madame Liliane, tout convergea vers une possibilité que la mendiante n'aurait pas pu prévoir, et que pourtant, ses doigts avaient déclenché. Le docteur Willy, en revanche, s'approcha, posa un regard professionnel et fuyant. Il jeta un coup d'œil au visage de la femme, palpa l'audition sans instrument et dit « Temporaire. Peut-être une obstruction. Nous allons faire les tests. » Ce fut neutre, presque trop neutre, et cela irrita Madame Liliane, qui voulait des certitudes rapides, pas des probabilités qui demandent du temps. Agnès, qui n'avait jamais fréquenté l'enceinte des probabilités, comprit qu'un autre combat commençait. Les personnes qui détiennent l'argent et le pouvoir possèdent aussi le registre du temps. Elles ralentissent les secours jusqu'à ce que le besoin ait pris un nom dans leur langage. Malgré la distance entre les mondes, une voix s'éleva. Un petit garçon qui avait assisté à la scène, les yeux grands et vifs. Il murmura « Merci ». Ce mot, si simple, renversa quelque chose en Agnès. Celui qui le prononça ne connaissait pas encore la portée des événements, mais il rattacha la femme qui avait aidé à l'humanité du sauvetage. Les mots ont ce pouvoir. Ils lient. Dans l'écho qui suivit, Agnès fut escortée de force par les gardes pour être interrogée plus loin, non par cruauté, mais pour contenir la situation. On lui parla comme à quelqu'un qu'on souhaitait tenir à portée d'œil. Formalités obligatoires, témoignages, contrôle d'identité. Il y avait peu de compassion dans les formulaires, beaucoup d'insistance sur la preuve et la conformité. Agnès répondit avec l'honnêteté qui lui restait. Elle avait donné son pain, parce que la femme était humaine. C'était une vérité simple, et presque dangereuse. Certains prirent cela pour de l'excentricité, d'autres pour une gestion maladroite des catégories. Quand elle fut seule, assise sur un banc, tremblante, le papier à la main que Madame Lilian lui avait donné à la traîne, Agnès examina de près le sceau. Le blason avait été replié, mais on devinait une lettre centrale, un J aux arrondis lourds, surmonté d'une couronne stylisée. Ce signe la projeta d'un coup dans un réseau qu'elle ne connaissait pas. Son esprit n'avait pas besoin de connaître toutes les combinaisons légales pour saisir l'ampleur symbolique. Ce signe était une clé qui ouvrait des portes verrouillées. Elle pensa, sans savoir pourquoi, au père millionnaire dont on parlait parfois dans la rue, Jérémy Kémy, homme dont le nom claquait comme un ordre dans les salons. Et pourtant, la possibilité que cette femme soit liée à cet univers lui semblait à la fois absurde et étrangement plausible. Les rumeurs circulèrent en vite. La femme évanouie pourrait être une proche retirée de la célébrité, une héritière en fuite ou une patiente dissimulée. Les serviteurs se murmurèrent des hypothèses, Madame Liliane ordonna la discrétion, et Dr. Willy prononça des mots qui demandèrent du temps. On fit entrer la femme dans la maison, on la coucha sur un lit, on recouvrit son visage d'un linge d'apparat. Les gestes étaient polis, mesurés, et pourtant glacés. Agnès resta dehors, sentant pour la première fois depuis longtemps
que son geste avait fracturé le silence d'une façade. Elle avait mis la main dans un mystère. Sous la pluie légère, elle joignit les mains, comme pour contenir la vie qui venait de se déployer autour d'elle. Il y a dans la rue des prières qui ne demandent pas la richesse, seulement la force de tenir. Sa prière fut courte, adressée à la main qui, selon elle, gouvernait les choses invisibles. « Seigneur, donne-moi un peu de courage, si c'est ta volonté que je le garde. Montre-moi le chemin. » La prière n'exigeait pas de résultat immédiat, elle mettait plutôt Agnès dans une posture d'ouverture. Elle saisit au passage qu'elle avait fait quelque chose, petit mais décisif, et que le monde pouvait réagir en sa faveur ou en sa colère. On l'interrogea encore. On lui demanda comment elle avait trouvé la femme, pourquoi elle occupait la marche. Les questions semblaient y faire écran. Elle cherchait à classer, à circonscrire, à s'assurer qu'aucune vérité embarrassante ne s'échappe. Lorsqu'on apprit qu'elle avait retiré le petit papier collé à l'oreille, les visages autour d'elle se durcirent. Un silence tomba, dense comme du plomb. Madame Liliane prit la main d'Agnès, non dans un geste d'affection, mais avec la fermeté d'une clé qui veut garder ce qui peut être utile. « Donnez-le ici », ordonna-t-elle. Agnès sentit le poids du choix. Ce petit papier, maintenant entre ses mains, n'était plus seulement un signe. Il était la raison pour laquelle des puissances allaient réapparaître. Rendre le papier signifiait céder son rôle à l'administration de la maison. Le conserver signifiait revendiquer une parole, risquer de subir la loi des hommes qui peuvent punir l'audace. Elle avait le goût amer du pain dans la bouche, et dans ce goût se trouvait la conscience que tout acte de bonté peut vous mener à la lumière ou à la zone d'ombre. Elle réalisa qu'en donnant son pain, elle avait déclenché autre chose, une chaîne de conséquences qui n'appartenait plus à sa volonté unique. Madame Lilian prit le papier avec des précautions de courtisane. Elle scruta le symbole, puis leva les yeux vers la silhouette du manoir qui restait imperturbable. « Il faut prévenir la famille », dit-elle d'un ton qui ne laissait guère de place à l'ardeur d'Agnès. Le mot « famille » céda au secret du pouvoir, et Agnès sentit une appréhension nouvelle. Elle pensa au visage de la femme alitée, à ce que son geste, si simple, venait de déclencher. Une possibilité que la vérité sur la malade devienne une affaire publique. Comme souvent quand le destin se met en route, un détail prit de l'importance. Un témoin du quartier confia qu'il connaissait le nom de la femme, murmuré par une dame en larmes la nuit précédente, quand elle avait trébuché près d'une bouche d'égout. Cette mince bribe d'information fut suffisante pour accélérer les rouages. On fit venir un téléphone, puis un autre, et bientôt la figure de Jérémie Kémy apparut, au moins en sujet de conversation, puis peut-être en présence, si la gravité l'exigeait. Agnès resta muette. Elle sentit que l'ombre d'une transformation traversait la ville. Son acte, simple comme donner un morceau de pain, avait allumé une flamme dans la citadelle du pouvoir. Pourtant elle n'était pas naïve. Elle savait combien les riches avaient tendance à effacer les traces, à ranger les incohérences sous les tapis précieux. Mais elle avait vu, de ses propres yeux, le blason. Elle avait mis la main sur un élément qui appartenait à l'histoire d'une famille, pas à la sienne. La pluie se fit plus insistante, comme pour laver la chaussée et neutraliser la scène. Les pas s'éloignèrent, et il y eut ce moment étrange où la ville sembla hésiter entre l'indifférence et l'attention. Agnès pressa ses doigts autour du vide où son pain avait été. Elle pensa aux nuits froides, aux heures à compter les pièces, au regard qui n'incluait jamais son nom. Il y eut un instant où la pensée de la richesse la frôla, non pas comme une promesse religieuse, mais comme une conséquence possible d'une vérité révélée. Si cette femme était bien celle que le blason suggérait, alors la justice et l'histoire pouvaient se pencher, peut-être, en sa faveur. Il ne s'agissait pas d'une doctrine, ni d'une recette miraculeuse. Il s'agissait d'un récit qui s'écrivait autour d'elle, et qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, changer sa vie. On la raccompagna à un endroit plus discret, un petit bureau aux volets clos, où l'on prit son témoignage. Les stylos griffonnaient, les horloges suivaient leur tic-tac, et quelque part, dans le cœur d'Agnès, des choses se dessinaient. Le destin, pensa-t-elle, a parfois besoin d'une main sale pour révéler la propreté des grands salons. Elle sourit sans joie, parce que la vérité n'est pas une chose à célébrer d'emblée. Elle est souvent lourde et coûteuse. Avant qu'elle ne soit autorisée à partir,
On lui fit promettre de ne rien raconter. C'était une injonction prudente. La maison voulait maîtriser la narration. Elle accepta, parce qu'il avait fallu un mot pour que la société accepte les gestes des invisibles. La promesse fut donnée, mais dans le bandeau de l'engagement, il y avait déjà une faille. Agnès avait compris qu'elle serait observée, qu'elle porterait désormais le statut ambigu d'une femme qui connaissait un secret dangereux. Alors que la civière disparut derrière la porte massive, Agnès sentit une main posée sur son épaule. Ce n'était ni celle de Madame Liliane ni celle du garde, mais celle d'une autre femme, une voisine qui avait assisté à la scène depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle dit, d'une voix qui avait connu les mêmes nuits que la mendiante, « Tu n'as pas perdu ton pain pour rien. » Ces mots tombèrent comme une bénédiction simple, pas spectaculaire, mais réelle. Et dans cet instant, Agnès sut que sa vie avait basculé, pas forcément vers l'or ou la facilité, mais vers une visibilité dont elle n'avait pas prévu la portée. La nuit tomba en même temps qu'une rumeur. La famille Kémy allait se réunir. La presse aurait peut-être vendu une affaire, ou peut-être que l'on étoufferait tout proprement en huis clos. Dr Willy, en remettant en ordre ses notes, murmura « Il faudra faire les examens, et peut-être des procédures. » Le mot « procédé » avait l'air d'une porte ouverte. Agnès, assise seule à l'angle de la rue, tenait encore dans sa main la vie qu'elle avait offerte. Le pain avait disparu, mais le geste avait laissé une empreinte. Et là, au milieu de l'obscurité, alors que les lampadaires dessinaient des cercles ocres sur le trottoir, Agnès fit le calcul d'une possibilité nouvelle. Si la vérité qui venait d'apparaître au bord de l'oreille dévoilait un lien, un héritage ou une reconnaissance, elle pouvait, d'une façon improbable mais plausible, être récompensée. Peut-être une indemnisation, peut-être une restitution, peut-être un don. Peut-être même, pensa-t-elle avec un mélange de crainte et d'espoir, une main qui se tendrait vers elle. Elle secoua la tête pour chasser l'excès d'imagination. Elle savait que rien n'est automatique. La foi n'est pas une formule, et la bonté ne crée pas de garantie. Pourtant le fil avait été tiré. L'histoire, désormais, avait un autre rythme. À l'intérieur, derrière la porte, la maison préparait sa réponse. Des téléphones sonnèrent. Des voix se firent plus rapides. Au dehors, Agnès remonta son col contre la pluie et marcha vers le point le plus proche où l'on pouvait dormir. Mais cette fois, avec une sensation étrange, comme si ses pas foulaient désormais un chemin qui connaissait déjà son nom. La mendiante avait donné son dernier pain à une femme évanouie, le monde avait tiqué, un seau avait été trouvé dans un pli de peau, et quelque part dans l'ombre, une famille venait de se réveiller pour regarder. Les conséquences restaient en suspens, mais la vérité avait déjà commencé son travail. Les gens allèrent parler. Certains diraient qu'Agnès avait eu de la chance. D'autres prétendraient qu'elle avait simplement été au mauvais endroit, au mauvais moment. Peu savaient que quelques grammes de mie chaude, donnée sans calcul, pouvaient déclencher l'inattendu. Dans cette nuit humide, Agnès sentit pour la première fois que la reconnaissance pouvait, parfois, arriver par des chemins étranges. Elle ne savait pas si cela la rendrait riche, comme le disent parfois les conteurs, mais elle avait le sentiment que le monde venait de s'arrêter pour la regarder. Et il existe des instants où le regard du monde commence à payer d'une manière ou d'une autre. La voiture noire finalement s'arrêta devant la maison. Des pas décidés se firent entendre sur les marches. Quelqu'un frappa avec l'autorité d'une clé qu'on tourne. La rencontre entre la puissance et la vérité s'annonçait. Les portes allaient en s'ouvrir de l'intérieur, et la décision qui suivrait pourrait être douce comme une récompense, ou froide comme une leçon de pouvoir. Agnès, à l'écart, observa la scène, son cœur battant à un rythme qui n'était plus seulement le sien. Elle ne le savait pas encore, mais ce petit acte, ce don de pain, avait déjà commencé à réécrire la partition de sa vie. Si la suite révèle une injustice réparée et une main tendue, nous dirons que ce fut par grâce. Si elle montre des luttes, des tergiversations et des silences, nous apprendrons que la justice ne va pas sans bruit. Mais au moment où la porte s'ouvrit et où une silhouette à la stature imposante se dessina sous le porche, la nuit sembla contenir sa respiration. La porte s'ouvrit avec un bruit de clé qui claque, un son sec qui brisa l'hésitation de la nuit.
La silhouette qui se dessina sur le perron n'était pas seulement imposante par la taille, elle avait une manière d'occuper l'air, comme si chaque pas ordonnait la pièce autour de lui. Jérémie Kémy descendit les marches, manteau battant, visage dur au premier abord, mais ses yeux, quand ils croisèrent le petit morceau de papier que Madame Liliane tenait entre des doigts trop propres, trahirent quelque chose d'autre. Une surprise, puis une ancienne douleur qui revenait comme une blessure rouverte. Il ne fallut que quelques secondes pour que le regard de Jérémie se pose sur Agnès, là, accroupie dans la pluie, le col relevé, le visage lavé par l'averse. Il y eut un flottement, un pli d'humanité qui passa entre le maître et la mendiante. Quelques instants où les catégories se brisèrent. Il dit peu, mais ses lèvres se tordirent comme si une mémoire cherchait un mot perdu. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il d'une voix plus basse que l'attendue. Madame Lilian, figée, tendit le papier. Lorsqu'il le prit, ses doigts tremblèrent presque imperceptiblement. Le sceau, le J aux arrondis sous une couronne stylisée, lui remonta une image lointaine. Une petite fille aux cheveux noirs qui avait ri une fois dans un salon, une photo sur un mur, un nom qu'on avait prononcé, puis banni. Il glissa le papier dans sa poche avec un geste qui voulait retenir le monde entier pendant une seconde. Le médecin fit un pas en avant, protocole en main, mais Jérémie l'arrêta d'un signe. Ce n'était pas encore le temps des hypothèses techniques. Il s'approcha de la femme allongée sur le lit, observa son visage comme un homme qui cherche une vérité dans un paysage connu. Il posa ses mains, maladroitement peut-être, comme on touche une relique. Et puis il dit, très bas, « Fouillez dans les archives, tout doit être mis au clair. » Le ton ne laissait pas à la maison d'autre option que d'obéir. Des ordres partirent, des téléphones sonnèrent plus fort. Dans le mouvement, Jérémie se tourna vers Agnès, et la première parole qu'il prononça fut à la fois étrange et humaine. « Qui vous a appris à faire ça ?» Agnès resta muette un instant. Elle avait donné un morceau de pain. Son geste n'avait pas été pensé pour provoquer une révolution. « Personne, » répondit-elle simplement. « J'ai vu une femme qui avait besoin. » Il la regarda longtemps, comme si sa réponse contenait plus de poids qu'un document officiel. Puis, presque sans prévenir, il prit sa main. Ce contact fut bref et maladroit, mais il y eut là une reconnaissance qui fit vaciller le monde d'Agnès. C'était comme si une porte s'ouvrait dans l'air, la main d'un puissant posée sur la peau d'une mendiante, sans la hauteur du geste, mais avec un écho d'humanité. Les heures qui suivirent furent une succession de portes qui claquaient et de papiers qui glissaient sur des bureaux. On sortit des dossiers poussiéreux, des photos, des lettres repliées au fond d'un tiroir. La femme que l'on avait portée sur la civière ne parlait pas encore. Elle dormait ou sombrait entre deux mondes. Mais le petit papier avait réveillé des noms, des dates, des souvenirs qui, jusqu'alors, avaient été rangés comme on range les choses embarrassantes, hors du regard. Un registre ancien révéla qu'il existait, longtemps auparavant, une jeune fille portée du nom que le blason évoquait, une enfant dont on avait, pour des raisons que les murs seuls connaissaient, effacé la trace dans les discours publics. Les documents disaient peu, mais suggéraient beaucoup. Une prise en charge discrète, des déplacements, une volonté de laisser certaines choses à l'écart. Madame Liliane, saisie entre sa fidélité et sa conscience, ne savait plus où poser ses yeux. Le docteur Willy, calculateur, tenta d'introduire la rigueur de son protocole, mais chaque dossier ouvert tirait sur des fils qui menaient au salon et non aux salles d'examen. La nouvelle courut vite. Un voisin, déjà au courant, murmura à un journaliste qui s'était approché avec la hâte des presses. Bientôt, une rumeur monta. Une femme liée à la famille Kémy avait été retrouvée près du perron, et c'est une mendiante qui l'avait aidée. La ville prit à son compte l'histoire comme on prend un livre qu'on ne pensait pas lire. Les téléphones sonnaient de plus en plus fort, et la maison, habituée au secret, sentit l'étau se resserrer. La première manifestation publique vint sous la forme d'un discours maladroit de Jérémie au petit matin. Il demanda la discrétion, expliqua la nécessité d'une enquête interne avant tout jugement hâtif. Mais la vérité avait déjà pris une trajectoire incontrôlable. La reconnaissance que quelqu'un, en dehors des convenances, avait agi avec humanité circula plus vite que les consignes. Pendant ce temps, Agnès vivait un vertige.
On lui proposa un cul-de-sac de réponse, où elle serait invitée à donner son témoignage, puis à disparaître de nouveau dans son anonymat. Elle ressentit la tentation ancienne de se taire, de reprendre ses pas familiers. Mais d'autres poids pèsent dans la balance. La famille Kémy, frappée par la possibilité d'un oubli honteux, éprouva quelque chose qui ressemblait à la honte mêlée à la gratitude. Un après-midi, Jérémie revint vers elle, cette fois sans manteau, les mains moins occupées. Il avait l'air plus usé, comme si la reconnaissance d'une faute l'avait fatigué. Il s'assit à côté d'elle sur le banc où, la première nuit, on l'avait interrogé. Ils restèrent un moment à regarder la ville, comme si la distance permit enfin un peu de parole. « Vous avez sauvé une personne, » dit-il, sans fioriture. « Vous avez touché quelque chose que nous avons essayé d'oublier. Je n'ai pas sauvé le monde, » répondit Agnès avec un rire sec. « J'ai seulement partagé mon dernier morceau de pain. » Il eut une sorte de rire aussi, qui contenait de la tristesse. Et pourtant, il chercha ses mots. Nous ne savons pas toujours combien pèse un pain. La tempête commença à produire des effets administratifs. On trouva un dossier classé, non par malveillance apparente, mais par prudence, qui notait des décisions prises au plus haut niveau pour tenir discrète la présence de cette femme au sein d'une aile isolée de la maison. Les raisons étaient hybrides, la pression sociale, la peur du scandale, la volonté de protéger la réputation. Dr Willy, interrogé, reconnut que l'habitude du secret lui avait dicté des gestes de prudence, qui, dans la logique du quotidien, n'avaient pas semblé malveillants. Il avoua que les procédures de la maison avaient privilégié la confidentialité plutôt que la transparence médicale. Ces mots n'étaient pas défensifs tant que cela. Ils portèrent la lueur trouble de celui qui commence à comprendre le prix de la neutralité. Madame Lilian, dont la rigueur avait souvent été confondue avec la dureté, sentit les murs se rapprocher. Peut-être comprit-elle qu'une règle peut se faire carapace, et que la carapace peut protéger à la fois du froid et de la chaleur. Elle vint trouver Agnès, non devant témoin, mais dans un couloir obscur où la poussière semblait moins accusatrice. Ses mains tremblaient. Sa voix, d'habitude mesurée, se fendit d'un aveu bref. « Je n'aurais pas dû laisser cela se dérouler ainsi », murmura-t-elle. Il y eut un moment où ces deux femmes, si différentes, se reconnurent dans la fatigue. Aucun des mots qui suivirent n'effaça les années d'inertie, mais il y eut la reconnaissance d'une responsabilité. Le cœur du récit trouva pourtant son tournant non dans les documents, mais dans un geste simple. Jérémie, tard dans la nuit, monta les escaliers qui menaient à la chambre où la femme reposait. Il posa sa main sur la sienne, frêle, et murmura des noms. Des souvenirs s'éveillèrent dans le regard de la malade. Une image d'enfance, une odeur de pain, le son d'une berceuse. Elle ouvrit les yeux. Ce ne fut pas une résurrection miraculeuse, mais un réveil d'ordre humain, une mémoire qui revenait par bribes. Elle prononça un mot, un nom, et Jérémie, serrant la main plus fort, laissa tomber quelque chose comme un sanglot étouffé. Ce mot confirma ce que le papier avait suggéré depuis la première heure. Elle appartenait à leur monde, d'une façon que la maison voulait d'abord garder secrète et que la rue, pourtant, avait su protéger. La presse eut au fait d'expliquer la suite. On raconta que la femme n'était pas une mendiante, ni une usurpatrice, mais une parente éloignée, dont la vie avait été tenue à l'écart, pour des raisons que la pudeur n'autorise pas toujours à dire en public. On raconta comment la compassion inattendue d'une mendiante avait déclenché la chaîne qui ramena la vérité. Les commentaires furent nombreux. Certains louèrent Agnès comme un modèle de bonté. D'autres soulignèrent la maladresse institutionnelle. Dans cet élan médiatique, Jérémie fit quelque chose de décisif. Il prit position en public. Il fit une déclaration simple, sans détour. La maison reconnaissait sa part d'erreur dans la façon dont la femme avait été protégée, ou retenue, selon le point de vue, et il annonça des mesures de réparation. Ces mesures comprenaient des choses immédiates, prise en charge jusqu'à rétablissement, examen médical approfondi, et surtout, ce qui fit tant parler, une proposition faite à Agnès. Jérémie, qui avait vu comment un simple morceau de pain avait retourné sa maison, proposa que la femme qui avait tendu la main soit aidée à changer de vie.
Nous avons les moyens, dit-il dans une interview, et il est juste d'en faire usage quand une injustice est révélée. Les mots sont dangereux. Ici, ils doivent être maniés avec soin. Il ne s'agissait pas d'un miracle automatique, d'une formule surnaturelle déployée selon un manuel. Ce fut, dans ce cas précis, une décision humaine. Reconnaître une faute, réparer quand c'est possible, et s'appuyer sur les ressources que l'on a pour alléger la vie d'un autre. La décision prit la forme concrète d'un acte. Un appartement pour Agnès, la régularisation de son statut, un bail et une petite somme qui lui permit de respirer sans compter chaque pièce de pain. Lorsqu'on lui proposa l'aide, Agnès sentit une émotion complexe. Elle n'avait pas demandé de récompense. Son geste n'avait pas été calculé pour acheter la sécurité. Pourtant la vie impose parfois à la vertu un prix qu'elle ne saurait refuser. La possibilité de ne plus appeler la rue son lit. Elle hésita. La question qui la traversa prit la forme d'un vertige. Accepter signifierait reconnaître que la pauvreté ne serait plus sa compagne. Mais accepter pouvait aussi être interprété comme une monnaie donnée pour un geste gratuit. Elle redoutait de perdre l'impulsion pure du don. Ce fut une autre main, celle de la voisine qui l'avait encouragée la première nuit, qui acheva la décision. « Prends », dit-elle, en posant sa paume sur la sienne, comme pour sceller un accord qui n'était pas de l'ordre de l'échange, mais de la survie. On a laissé tellement de monde tomber. Qui refuserait une main tendue quand tout s'écroule? Agnès sourit, d'un sourire qui contenait autant de soulagement que de pudeur. Elle accepta. La transformation matérielle qui suivit fut discrète et réelle. Un toit, un travail de jour dans une petite épicerie solidaire, un compte qui permit d'épargner pour des jours sans promesse. La générosité ne fit pas d'elle une femme riche au sens des grands salons. Elle n'acheta pas de palais. Mais elle assura la chaleur d'un foyer et la possibilité de ne plus quémander pour survivre. Dans le langage de la rue, certains diraient qu'elle était devenue riche. Dans le langage de l'histoire, elle avait reçu, précisément dans ce cas, une forme de restauration matérielle. Nous insisterons, ce n'est pas une règle universelle, mais une narrative contingente où la compassion reçut réponse. La maison, elle aussi, changea. On institua un peu de transparence dans les documents, on créa des protocoles qui devaient mêler la discrétion à la responsabilité, et Dr Willy dut rendre des comptes pour la gestion administrative de ce qui avait été classé. Il y eut des excuses fermes, parfois sincères, parfois moins. Il y eut des procès et des engagements publics. Madame Liliane, quant à elle, eut à porter son remords plus longtemps. Les plus grands gestes n'effacent pas les années d'habitude. Mais la vie continue de demander des comptes à ceux qui la dirigent. Le moment de la reconnaissance publique arriva une semaine plus tard, quand la femme réveillée, encore fragile, serra la main d'Agnès devant quelques témoins choisis. Ce geste fut simple. 2 mains liées, une gratitude muette, un enchevêtrement d'émotions qui n'avaient rien d'oratoire. La femme, d'une voix temblée, prononça le mot « merci », et Agnès pleura comme on pleure après un long combat. Il y eut une étreinte, maladroite, vraie. Un journaliste, présent, nota l'humanité du tableau. Mais l'essentiel n'était pas dans les colonnes du quotidien. Il était dans la manière dont la ville reprit son souffle, comme si un acte de bonté avait rebranché un circuit que l'indifférence avait rompu. Les semaines qui suivirent furent de travail lent. La femme fit des examens plus complets, on ajusta les soins, on prit le temps de la réinsérer socialement. Rien n'était instantané. La guérison, quand elle eut lieu, fut de l'ordre de ce que les médecins appellent une amélioration progressive. Agnès découvrit la régularité d'un salaire et la paix d'un lit. Elle prit un petit appartement non loin de la maison, mais pas si près qu'on puisse dire qu'elle en dépendait. Elle choisit aussi, à sa manière, d'aider d'autres gens dans la rue. Elle ramena parfois un sac de nourriture, réconforta, transmit la chaleur qu'elle avait reçue. La justice sociale avait eu, dans ce cas précis, une réponse matérielle. Des voix s'élevèrent pour rappeler que beaucoup d'autres situations semblables restent invisibles, que l'intervention d'un puissant n'est pas une garantie pour tous. Agnès le savait. Elle le répétait parfois à basse voix. Ce n'est pas la règle. Non, non, non. Mais elle racontait aussi ce qui lui était arrivé pour que l'on n'oublie pas que parfois, le monde rend justice, lentement, mal,
Mais quand il le fait, il peut changer la vie d'un seul, au point d'en changer le destin. Quelques mois passèrent. La femme dont le nom avait été retrouvé, désormais plus stable, prit la décision de renouer avec sa famille d'une façon mesurée. Les choses ne se rétablissaient pas d'un coup. Les repères avaient été ébranlés. Il fallut les rebâtir lentement. Mais il y eut une rencontre publique, cordée de mots sobres et d'un remerciement sincère. Jérémie, en homme d'affaires, fit plus que des annonces. Il se fit témoin d'un effet de chaîne et annonça qu'une fondation serait créée pour aider, de façon anonyme et structurée, des personnes dans les mêmes situations où la confidentialité avait été privilégiée à la transparence. Les critiques sur sa sincérité furent nombreuses, mais à Agnès, qui n'avait jamais eu autant d'écho autour d'elle, la fondation offrit l'opportunité de rester connectée à des projets d'aide plutôt que d'être traitée comme un trophée médiatique. Sur le plan intime, la plus grande victoire fut peut-être la possibilité d'une parole retrouvée entre deux femmes. La mendiante qui n'avait rien à donner d'autre que son pain et la femme qui, finalement, retrouva sa place. Elles prirent un moment, un après-midi, pour marcher ensemble sans regard de témoin, juste pour le plaisir d'être côte à côte. Elles partagèrent un pain, cette fois acheté à la boulangerie du coin, et le goût avait changé. Il était empreint de reconnaissance et d'une amitié qui ne se mesure pas en bien. La leçon qui demeura, et que la ville répéta à mi-voix, fut double. D'un côté, la compassion avait montré sa force. Un geste humble peut déclencher des conséquences inattendues quand les circonstances s'alignent. De l'autre, la responsabilité des institutions fut rappelée. Garder un secret pour protéger une réputation peut blesser plus qu'il ne protège. Les deux vérités coexistaient sans se réduire l'une à l'autre. Le soir, dans un appartement chauffé qui n'était plus celui d'un abri de fortune, Agnès posa ses mains sur la table et pensa à la pluie de ce matin-là, à l'ami qui avait chauffé sa paume et qui maintenant ressemblait à une promesse tenue. Elle ne devint pas riche comme on l'imagine dans les contes qui promettent montagne d'or. Elle reçut ce qui changea sa vie, sécurité, dignité, la possibilité d'inventer un futur. Et surtout, elle prit conscience que la main qui donne parfois reçoit d'une façon imprévue. Avant de clore ce chapitre, il convient de rappeler une prudence essentielle. Cette histoire n'établit pas de règles universelles. La bonté ne garantit pas toujours une récompense matérielle, et tous les gestes ne rencontrent pas une cascade de réparation. Mais elle nous montre, dans ce cas particulier, comment la grâce se rend visible quand des mains humbles croisent la rencontre de puissances qui acceptent la responsabilité. Il existe des jours où le monde rend justice, et il existe des jours où le monde ignore encore les cris. Nos vies tiennent à ces instants où nous choisissons d'agir. Agnès, en regardant la fenêtre, murmura une dernière prière, simple et vraie. Seigneur, que je puisse toujours avoir le courage de donner, sans attendre la récompense. Elle ne chercha pas à acheter un destin. Elle souhaita juste rester disponible à l'humanité des autres. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites-nous en commentaire. Que feriez-vous si vous aviez le dernier morceau de pain ?